Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de cette invitation qui m'est faite de parler en ouverture de votre journée professionnelle. Je suis un amateur des musées et même si j'ai présidé pendant quelques années, jusqu'il y a quelques mois d'ailleurs, un centre d'architecture et de culture urbaine à Bordeaux, à Arc-en-Rêve. Je ne sais d'ailleurs pas si Bordeaux est adhérent à l'ICOM, en tout cas à Arc-en-Rêve. Maintenant, je me pose la question un peu tard. Et si j'ai pu être commissaire de quelques expositions, je vais plutôt vous parler de votre thème du jour par un biais qui est celui d'un géographe. Travaillant depuis maintenant quelques années, un peu plus de 25 ans, sur des questions qui peuvent apparaître assez éloignées de vos préoccupations et pourtant je vais essayer de montrer que même à partir de la géographie, on peut tenter de problématiser la question du musée contemporain. Évidemment, avec une spécificité qui vous surprendra peut-être, mais je n'ai pas essayé d'adoucir particulièrement mon propos. Je vais donc vraiment vous parler de mon travail de géographe pour essayer quand même de vous montrer que cela peut vous intéresser. Autour de cette question, le musée est-il ce que j'appelle aujourd'hui un hyperlieu mondial? Et si oui, pourquoi? Je donnerai le diaporama qui n'est d'ailleurs, vous allez le voir, pas vertigineux de puissance, hein. Il s'agit de quelques images et quelques photographies, mais je le donnerai aux organisateurs pour qu'éventuellement vous puissiez reprendre mon adresse mail si certains d'entre vous souhaitez poser quelques questions, parce que malheureusement j'aurai à vous quitter très tôt après cette conférence et je ne pourrai pas, dans les couloirs comme souvent on le fait, répondre aux questions qui pourraient se poser. Je travaille donc depuis tout particulièrement le début des années 2000 pour essayer de comprendre l'évolution des sociétés mondiales à travers une réflexion sur la relation des êtres humains à leurs espaces de vie. Ça m'a permis d'écrire une série de 3 livres publiés aux éditions du Seuil depuis 2007 qui sont véritablement 3 moments d'une série traversée par cette même question, hein, quels sont nos nouveaux cadres de vie et quelles sont nos nouvelles relations à ces cadres de vie. L'homme spatial qui devait s'appeler l'animal spatial, mais l'éditeur n'a pas voulu, donc vous savez bien qu'au bout d'un moment les éditeurs décident pour les auteurs, qui traite de la question que je vous présente à l'échelle de l'individu, l'avènement du monde en 2013, qui essaye de comprendre ce qu'est le monde contemporain en faisant une hypothèse assez forte que je vous rappellerai très succinctement dans quelques minutes. Et puis en février de cette année, Hyperlieu, dont je vais aussi plus vous parler, sur les nouvelles géographies de la mondialisation qui tentent de comprendre cette évolution, cette fois-ci à l'échelle en quelque sorte intermédiaire entre le monde et l'individu du lieu. C'est un peu plus de 1000 pages, peuvent être considérés comme un ensemble cohérent, en tout cas je l'espère, dans lequel j'ai essayé de forger mes propres concepts, mes propres analyses, étant persuadé en lecteur assidu de philosophie depuis longtemps, y compris la philosophie deleuzienne, que faire des sciences sociales et de la philosophie, c'est produire du concept. Donc j'essaye de produire des concepts, ce qui évidemment vaut toujours aux universitaires d'être brocardés pour leur jargon. Vous savez que le poujadisme intellectuel est très à la mode ces temps-ci, et dès que vous essayez de produire du concept, on dit que vous jargonnez, alors que tout simplement on essaie de créer des mots aussi précis que possible pour parler de son travail. Je ne dérogerai pas à cet exercice conceptuel, je vous en donnerai quelques-uns, même si j'essaierai d'être le plus fluide possible, en 3 moments très, très inégaux en proportion. Une définition rapide de la mondialisation d'abord, une question, le monde devient-il de plus en plus uniforme? Est-ce une bonne manière de considérer la mondialité? Et puis une 3e approche, qu'est-ce qu'un hyperlieu et comment, in fine, le musée peut-il ou non rentrer dans la conceptualisation assez serrée que je fais de l'hyperlieu dans le livre que je viens de vous évoquer. Qu'est-ce que la mondialisation? Eh bien, la réponse est simple pour moi, même si elle pourrait donner lieu à de très nombreux débats. D'ailleurs, ces débats ont toujours lieu. Je fais partie des chercheurs, sans doute parce que francophones,
même si m'exprimant comme tout le monde par nécessité dans d'autres langues, je fais partie des chercheurs qui refusent d'assimiler mondialisation et globalisation. Ce qui évidemment pour un anglophone pose problème puisqu'il n'y a qu'un seul mot pour traduire ce que je crois qu'on peut traduire par des mots différents. La globalisation qu'on décrit souvent comme la mondialisation, et c'est une erreur, est un processus d'évolution à l'échelle globale de la planète des systèmes de production économique, des systèmes de production de valeur. La mondialisation, ça n'est pas que la globalisation. La mondialisation, c'est un processus plus large, plus ample, avec une temporalité historique et géographique différente. Et cette mondialisation, ce schéma le montre, elle procède en fait d'une urbanisation généralisée des sociétés. Donc, ceci peut évidemment être discuté, mais ce que je fais comme hypothèse et que j'essaie de démontrer, c'est que ce que nous appelons la mondialisation, c'est en fait le nom porté par l'urbanisation généralisée des sociétés, de toutes les sociétés, à toutes les échelles de fonctionnement de cette société, c'est-à-dire de l'échelle de l'individu. Les géographes pensent les différentes échelles à partir de la première échelle fondamentale qui est celle de l'individu, parce que nous mesurons toujours l'espace à partir de notre propre corps. C'est véritablement la base de la métrique spatiale, c'est notre corps. Donc de l'échelle de l'individu, et même d'ailleurs de l'échelle infra-individuelle, puisque aujourd'hui, pour les géographes, il y a un certain nombre d'acteurs infra-individuels qui produisent des espaces. J'ai étudié dans l'homme spatial, par exemple, le virus du SRAS comme un acteur spatial. Nous travaillons comme ça aujourd'hui en géographie. Nous considérons que certains non-humains sont des acteurs sociaux. Donc, des plus petites échelles, pas au sens cartographique, au sens anthropologique, jusqu'à l'échelle globale, l'urbanisation transforme les individus et les sociétés de fond en comble. Et cette transformation, elle touche tout et tout le monde. Et cette transformation n'est pas réductible non plus, pas plus qu'à une transformation économique, à une seule transformation des espaces et des paysages. La caractéristique de l'urbanisation, c'est que c'est une transformation des modes de vie et que l'on peut donc être urbain, mondialisé, même si l'on pense habiter dans un espace qui est un espace qui présente les aspects extérieurs de la campagne. Ou les aspects extérieurs de la nature. Et si l'on prend les choses sérieusement, on s'aperçoit que le système monde urbain ne laisse pratiquement plus un espace planétaire dans son angle mort. On peut d'ailleurs même montrer que ce système spatial mondial dépasse aujourd'hui la taille de la planète. C'est pour ça que j'ai travaillé dans plusieurs livres sur quelque chose qui au départ a été mal compris, mais qui commence à l'être sur le fait que les satellites en orbite terrestre à 30 000 km font partie du système monde, mais ils sont extraplanétaires. C'est-à-dire l'être humain a réussi à composer ce qu'on appelle un œcumène, c'est-à-dire un habitat qui excède les limites de sa planète d'origine. Et si vous avez suivi l'aventure récente de Tintin reporter Thomas Pesquet, le Français qui a tourné autour de la Terre pendant quelques mois en multipliant les clichés de cette Terre et qui aujourd'hui d'ailleurs, dans son année sabbatique qu'on lui a octroyée après ses 6 mois dans l'espace, refait le voyage pour aller photographier sur place les espaces qu'il avait photographiés de haut, ce qui est extrêmement intéressant comme processus, et qui montre bien la relation forte qu'on entretient avec l'espace terrestre, même quand on est à quelques milliers de kilomètres. Si vous avez suivi les aventures de Thomas Pesquet, on peut bien dire que Thomas Pesquet a véritablement résidé de façon extraterrestre, mais en lien indissoluble et indissociable avec le monde planétaire, et on peut donc valider l'idée assez étrange quand même que l'être humain est capable aujourd'hui de produire un espace de vie qui excède l'étendue planétaire qui est pour autant considérée comme le principal logis humain. C'est une situation que nous n'avions absolument pas été amenés à penser.
en tout cas de cette manière-là, et qui change d'ailleurs les façons de considérer les choses. Il y a à l'université Johns Hopkins aux États-Unis, à Baltimore, une des plus prestigieuses universités américaines, il y a un département financé par la NASA, qui est un département d'exogéographie, dont le travail est d'essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que cela veut dire de transformer la surface d'une planète comme Mars en espace habité, par des hommes et par des machines? Ça paraît de la science-fiction, ça n'en est pas, et c'est tout à fait prodigieux. Et dans cette structure sur l'exogéographie, il y a des anthropologues, des philosophes, des muséographes, des spécialistes des environnements conditionnés, des technologues, des ingénieurs, des biologistes, parce que finalement nous sommes là devant une sorte de travaux pratiques, de travail pratique sur la manière dont on transforme une étendue en habitat, où que cette étendue se trouve. Donc vous avez là une statistique qui décrit très imparfaitement cette mondialisation urbaine, mais qui montre quand même la puissance du phénomène d'urbanisation depuis 1950. Je décris dans le livre L'avènement du monde, j'écris toujours monde avec une majuscule pour différencier le concept de monde du nom commun de monde. C'est pas une coquetterie de typographe, c'est simplement parce que ça permet de donner au monde aussi un statut conceptuel. Je fais dater la création du monde des années 1950. Et on voit bien pourquoi, parce que c'est à partir de 1950 que le développement statistique de l'urbain devient extrêmement puissant, d'une rapidité qu'on n'avait jamais connue et d'une ampleur géographique qu'on n'avait jamais connue. En 2005-2010, la moitié de la population de la planète devient urbaine. Ce mouvement se continue de façon accélérée et ira jusqu'en 2050 à peu près 70% de la population qui sera statistiquement urbaine, et donc 100% de la population qui sera insérée dans les fonctionnements urbains. Donc nous sommes en train de connaître la phase de fin de l'urbanisation planétaire, et en moins d'un siècle, en un siècle, 1950-2050, nous aurons connu une mutation prodigieuse en termes d'histoire de l'humanité, puisque pendant des millénaires, l'histoire de l'habitation humaine de la planète a été une histoire d'une habitation discrète, d'une habitation légère. Vous savez mieux que moi, pour ceux qui ont des musées dans ces domaines, le temps qu'il a fallu pour arriver aux milliards d'habitants. Il a fallu des millénaires pour arriver aux milliards d'habitants, des dizaines de milliers d'années. En 1900, il y a à peu près 1,4 milliard d'habitants sur Terre, à peu près 250 millions d'urbains. En 2050, il y aura 10 milliards d'habitants sur Terre, multipliés par 6, et il y aura près de 7 milliards d'urbains, multipliés par 35. Ce phénomène est d'une ampleur et d'une brutalité telle qu'on se demande pourquoi on ne le rappelle pas au frontispice de toutes nos réflexions. C'est une révolution anthropologique majeure. Certains de mes collègues américains ont même considéré que cette révolution était aussi importante que la révolution néolithique ou que la révolution industrielle, sauf qu'elle se déroule dans tous les espaces en même temps, de manière synchrone depuis 1950, et avec une ampleur que l'on n'avait absolument pas pressentie. Et mesdames, messieurs, je dis toujours devant les auditoires auxquels je parle de ces choses-là, c'est complexe de faire monde à 10 milliards, dont 7 milliards habitent dans des ensembles urbains. C'est extrêmement compliqué de faire monde à 10 milliards. Et la problématique de l'anthropocène, chère Hélène, qui nous réunira de plus en plus, la problématique de l'anthropocène ne dit pas autre chose. Elle ne dit pas autre chose de la complexité d'inventer un monde à 10 milliards, dont 7 milliards urbanisés, avec tout ce que cela signifie en termes de conséquences, d'organisation des espaces et des sociétés, et en termes de réflexion sur les ressources que l'on peut découvrir et affecter à cette organisation. Donc, première chose, la définition de la mondialisation que je vous propose, c'est une mondialisation comme une urbanisation généralisée de toutes les sociétés humaines, à toutes les échelles en même temps, de l'individu
à la planète globale. Là, c'était une statistique, mais je ne vais pas avoir le temps autrement, donc il faut que j'évite de déborder, qui montrait que tous les continents s'urbanisent, évidemment en décalage de phase, et pour aussi insister sur le fait que le grand continent de l'urbanisation mondiale dans les 30 prochaines années, c'est l'Afrique. En 2050, il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. C'est le continent qui connaît la plus forte croissance démographique. Et en 2050, il y aura 1,2 milliard d'urbains en Afrique. Ce qui évidemment est une donnée dont nous avons aussi à tenir compte dès maintenant et qui est trop souvent trop peu mise en avant dans les discussions. Donc passons plutôt à la deuxième question. Devant ce processus d'urbanisation généralisée, un certain nombre d'auteurs se sont posés évidemment la question de savoir comment on peut caractériser ce processus. Et un grand débat a eu lieu pour savoir si cette mondialisation urbaine aplatissait le monde, uniformisait le monde, standardisait le monde. Un auteur américain célèbre a écrit un livre qui a été extrêmement commenté, avec plusieurs éditions à partir de 2007. C'est Thomas Friedman. Vous avez ici le facsimilé de la couverture de la dernière édition. A été très relayé dans le débat intellectuel aux États-Unis. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a des vrais débats intellectuels. Il n'y a pas que Donald Trump. Il y a des vrais débats intellectuels. Il y a un vrai milieu propice à ces débats. Ce livre a pour titre explicite « The world is flat », le monde est plat, et Friedman essaie, dans son livre, de réfléchir au processus d'aplatissement, flattening of the world, d'aplatissement du monde, et il essaye de réfléchir aux flatteners, c'est-à-dire aux aplatisseurs de monde. Tous les processus qui, selon lui, aplatissent le monde. Vous voyez bien, nous sommes là devant un concept qui est en même temps une métaphore. Aplatir le monde, ça signifie lisser le monde, lisser ses différences géographiques, historiques, sociales, culturelles. C'est de faire de l'espace habité une étendue homogène, d'accord ? C'est de faire de cet espace une étendue homogène maîtrisée par les vecteurs de l'aplatissement. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que Friedman, en tant que vecteurs principaux d'aplatissement du monde, recense la mobilité, la connectivité et la connexion numérique, le fonctionnement des grandes entreprises de réseau, le bouleversement des systèmes de production économique qui pousse à uniformiser ces systèmes de production et à délocaliser la production de la valeur, la grande mutation de l'économie globalisée, c'est la délocalisation, c'est-à-dire le fait que la production de valeur n'est plus forcément assignée au local comme elle l'était jadis à l'époque industrielle dans le cadre du développement en particulier de l'usine. Nous avons des processus que l'on appelle en langage savant de dégroupage des systèmes productifs qui permettent à cette production de valeur de ne plus être attachée au local et qui permet donc aux entrepreneurs d'aller choisir un endroit où localiser un peu de production de valeur indépendamment en quelque sorte, des caractéristiques propres de ce local en dehors de la caractéristique du coût de production et de la connexion de cet endroit à une logistique productive de l'économie globalisée. C'est pour ça que les grandes entreprises peuvent devenir totalement désinvoltes par rapport au local. Quand il y a fermeture d'usine, fermeture d'entreprise, et que les ouvriers disent « mais ça fait 50 ou 60 ans ou 100 ans ou 150 ans qu'on produit ici quelque chose », eh bien nous sommes devant une confrontation de deux narrativités, de deux récits. Un récit d'historicisation d'un local et un récit de spatialisation immédiate
de la nécessité productive qui fait qu'on peut se délier du lien au lieu que l'économie de production entretenait. Je pense que c'est très important de comprendre ça si l'on veut comprendre, y compris d'ailleurs la réflexion sur le rôle que le musée peut jouer, du coup, dans certaines de ces circonstances, puisque le musée peut parfois être appelé en renfort pour continuer d'arrimer une narrativité sur une histoire productive à un local qui s'est vu déserté par le système de production. Donc il y a là incontestablement une étude des aplatisseurs qui est tout à fait intéressante et Friedman aussi, ça ne vous étonnera pas, met en avant comme aplatisseur de monde tous les grands métiers de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage qui produisent des formes architecturales et paysagères standardisées partout au monde. Et là aussi, les responsables de musées que vous êtes sont confrontés évidemment à cette question, puisque les musées n'ont pas échappé à cette entrée depuis une quarantaine d'années dans le fonctionnement de ce que certains ont appelé la star architecture, hein, c'est-à-dire le fonctionnement qui fait que le musée devient aussi un enjeu de production de formes architecturales en soi. N'est plus simplement un enjeu muséographique, mais un enjeu de production de formes, et que certains musées sont d'ailleurs, si je puis dire, embarqués contre leur gré, pratiquement, dans un débat qui les dépasse, puisque finalement, on a même pu dire, notamment un architecte italien qui s'appelle Franco da Secla, dans son livre sur la star architecture, a même pu dire qu'au bout d'un certain moment, dans ce système-là, le contenu et le projet muséographique deviennent second, voire secondaires par rapport à l'affirmation architecturale. Et Friedman, évidemment, dit que cela a tendance à aplatir le monde. Je suis parti de cette idée pour me demander si elle était exacte. Et je me suis aperçu, je fais court, dans le livre Hyperlieu, je le décris beaucoup plus précisément, que cette idée était à la fois exacte et insuffisante. Oui, incontestablement, il y a des facteurs de standardisation et d'uniformisation du monde. Ces facteurs sont très puissants, ils concernent les formes, les organisations, les systèmes, les modes de pilotage politique. Ah, le New Public Management. En universitaire et spécialiste des musées, on pourrait en parler. Ah, la production d'indicateurs. Ah, bon, allez. Certaines conceptions des ressources humaines. Mais il y a aussi des standardisations des pratiques individuelles, des standardisations des pratiques culturelles elles-mêmes. Finalement, aller au musée est devenu aussi une pratique mondialisée, une pratique urbaine mondialisée, c'est-à-dire portée aussi par des groupes sociaux qui font partie de ces groupes sociaux qui ont été des vecteurs d'aplatissement, en tout cas des véhicules des forces d'aplatissement. Et là, je ne suis pas critique, j'en fais partie et j'en jouis comme beaucoup, mais il faut évidemment être capable d'analyser cela. Donc, il y a une incontestable, je vais vite, standardisation et uniformisation. Mais, en même temps, puisque vous avez accueilli le président de la République ici ces derniers jours, mais en même temps, l'expression n'a pas de copyright, cela étant. À la fois, si vous préférez, ce que l'on peut constater en tant que géographe, c'est quelque chose de troublant, c'est-à-dire, depuis une vingtaine d'années, après une période où les discours sur la standardisation et l'aplatissement ont été des discours dominants, Friedman, de ce point de vue-là, écrit son livre au début des années 2000, et si vous voulez, il est en quelque sorte le témoin des 20 années pendant lesquelles, en particulier grâce au succès du thatcherisme et du reaganisme, et du néolibéralisme, des politiques d'ajustement structurel portées par le FMI, etc. Donc, Friedman est en quelque sorte le symptôme de cette évolution-là. Depuis une vingtaine d'années, on constate un regain d'intérêt pour les lieux et pour la différenciation des lieux. J'ai donc été amené, là je vais très vite, à étudier tous les travaux, à partir de mes propres observations, qui ont essayé de montrer qu'il ne fallait pas opposer standardisation et différenciation, standardisation et maintien des spécificités, qu'il fallait sortir de cette pensée un peu binaire, standardisation versus différenciation, et qu'il fallait plutôt comprendre les systèmes de liens qui existaient entre ces deux mouvements qui, justement, faisaient système. Ce que j'ai appelé, moi, dans mon vocabulaire, deux mouvements en tension,
pour jouer aussi sur le mot de tension. Une tension, c'est quelque chose qui produit de l'énergie, n'est-ce pas? La tension n'est pas à considérer comme quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui exprime une énergie en train de se produire. Et cette tension, je l'ai trouvée en particulier chez les anthropologues de la culture. Alors je sais qu'on a beaucoup utilisé les anthropologues de la culture dans le milieu des professionnels des musées, peut-être pas suffisamment en France, mais notamment dans les pays anglophones et germanophones, parce que ces anthropologues de la culture sont pratiquement tous anglophones, sont souvent ou des philosophes ou des anthropologues de la culture. Kwamotomi Appiah est philosophe et anthropologue, et il y en a d'autres, Homi Bhabha, Arjuna Padurai, et tous ces anthropologues ont finalement convergé vers l'idée d'Appiah, qui est une citation que je fais de lui. Oui, la mondialisation peut produire de l'homogénéité. Oui. Et vos musées font partie, dans une certaine mesure, du mouvement d'homogénéisation du monde. On peut être touriste international en allant de musée en musée, d'aéroport en aéroport, de plage en plage, de resort en resort, de shopping mall en shopping mall, n'est-ce pas? Donc, on fait partie de ce mouvement-là, mais en même temps, dit Appiah, la mondialisation menace cette homogénéité par production de singularité. Et vos musées font aussi partie de cette production de singularité, peut-être même que vous avez là des instruments de production de singularité qui sont particulièrement décisifs et particulièrement importants par rapport à d'autres espaces que je viens rapidement de parler, d'évoquer. Alors du coup, mon Dieu, il me reste un quart d'heure. C'est pour ça que les géographes n'aiment pas l'histoire, le temps passe trop vite. Donc, j'ai essayé, dans ce livre, Hyperlieux, que je vous conseille évidemment à un prix si peu coûteux, ce serait dommage de ne pas l'acheter. Il est en plus disponible encore moins cher en version numérique. Donc c'est mon éditeur qui me dit qu'il faut que je sois un peu lourd sur ça. J'ai essayé de décrire des hyperlieux dans toute leur variété. C'est-à-dire à partir de ce constat-là, qui tient le premier tiers du livre, j'essaie dans les 2 tiers suivants d'aller chercher des cas. Mon travail de géographe passe toujours par une description épaisse. Là, je traduis une expression d'un anthropologue de la culture qui s'appelle Clifford Geertz, qui parlait de thick description, description épaisse de situation. Donc, il y a un travail sur l'écriture aussi pour essayer de trouver la bonne écriture pour cette description-là. Et j'essaie donc de documenter des cas d'hyperlieux et de trouver des critères qui me permettraient de proposer un concept solide, donc discutable et réfutable, d'hyperlieu. Et je vais vous donner quelques photos pour vous montrer quelques-uns de ces cas. À ma grande honte, il n'y a pas de musée. Si j'avais su que vous m'invitiez, bon, mais mon éditeur, alors là, c'est l'excuse en or, mon éditeur n'a pas voulu. Il trouvait que le livre était déjà très long et il m'a dit non, non, Coco, concentre-toi sur autre chose. Donc voilà quelques cas et puis ensuite je reviens au principe. Bon là, vous reconnaissez sans doute, c'est Times Square, donc des grandes places urbaines. Ça, c'est le lieu le plus visité au monde, mesdames, messieurs. Ça n'est pas un musée, c'est le centre commercial de Dubaï. 87 millions de visiteurs l'année dernière. Je ne sais pas si c'est particulièrement encourageant que le lieu le plus visité par les touristes au monde soit un centre commercial. Mais enfin voilà, c'est comme ça. Ça, c'est l'intérieur du Dubai Mall. Ça, c'est un aéroport, vous l'avez reconnu d'ailleurs, puisque c'est Roissy. J'ai étudié aussi des aéroports qui sont des hyperlieux un peu emblématiques. Ça, c'était aussi Roissy. Ça, c'est une grande gare, c'est la sortie de la gare de Shibuya à Tokyo. Vous avez ici le passage piéton le plus emprunté du monde. Qui n'a pas vu le passage piéton de Shibuya fonctionner ne sait pas ce qu'est la fascination pour une foule urbaine. Moi, j'y reste des heures. Il faudrait presque que j'emmène mon pliant, tellement le spectacle est magnifique. Vous vous retrouvez un peu comme le héros de Lost in Translation, le film de Sofia Coppola, à regarder les choses un peu hébété, dans cet état second du décalage horaire, et en vous disant « c'est beau ». Voilà, ça aussi, c'est d'une pratique muséale, des fois. Donc ça, c'est Shibuya. Le même la nuit.
Et puis je suis allé voir à la fin du livre des lieux plus étranges, les Indignados à Madrid, qui ont gagné cette année-là le prix européen de l'espace public pour leur aménagement SIC d'espace public éphémère. Voilà. Ils ont gagné pour ça, pour cet aménagement d'espace public éphémère. Inutile de vous dire que dans la profession, ça a un petit peu fait discuter. Hein. Voilà. Ah, pardon. J'en étudie quelques autres, mais c'est juste une petite illustration. Alors, prenons Times Square. Et en 5 minutes, essayons de trouver, à partir de Times Square, ici c'est la fête du Nouvel An. Vous voyez le feu d'artifice qui commence, les confettis qui tombent. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui se regroupent à Times Square et autour pour une des fêtes les plus connues dans le monde pour le passage du Nouvel An. Et Times Square m'a servi de cas d'études premiers pour arriver à la formalisation de l'hyperlieu. Alors, ce qui est intéressant avec Times Square aussi, c'est que c'est une place qui n'est pas terrible. Hein. Architecturalement, ce n'est pas une place formidable. C'est assez petit. Vous pourriez rajouter une couverture et vous auriez une cour d'établissement public. Hein. C'est vraiment pas une grande place monumentale. Hein. Indépendamment des écrans qui montent jusqu'au 20e étage, qui sont là une caractéristique de Times Square, mais depuis très longtemps, puisque je fais également l'histoire de Times Square depuis sa création. Mais là n'est pas l'essentiel. À partir de Times Square, j'arrive à définir 5 caractères de l'hyperlieu. Et donc, à chaque fois que je vais en donner un, vous êtes priés, mesdames, messieurs, de vous poser in petto la question, cela peut-il s'appliquer au musée? La réponse est oui, hein, mais bon, quand même. Premier caractère de Times Square, alors c'est assez développé dans le livre, ce que j'appelle l'intensité urbaine. Voilà. Les hyperlieux sont des lieux intenses, c'est-à-dire des lieux où la variété des réalités sociales qui sont assemblées dans l'hyperlieu et la nature et le nombre des interactions entre ces réalités produisent une véritable intensité de la vie sociale et de la vie urbaine. C'est tout particulièrement net dans les grands lieux urbains, mais c'est vrai aussi dans les shopping malls. Quand vous avez 80 millions de personnes qui passent, vous êtes obligé d'être dans l'intensité. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je pense que les musées sont à leur manière des lieux d'intensité à la fois absolue et relative. Hein. Ça veut dire que lorsque l'on est dans un petit musée de quelques centaines ou milliers de mètres carrés dans un espace peu métropolisé, l'intensité ne sera pas la même que si vous êtes au centre du Louvre un jour de vernissage de grande exposition. Mais néanmoins, relativement à l'espace où le musée se trouve, le musée sera toujours un espace d'intensité. Là, je pourrais développer plus longuement, mais je n'en ai hélas pas le temps. Deuxième caractéristique, plus intéressante encore, je crois, si je retiens la problématique de vos journées professionnelles. Les musées les hyperlieux sont marqués par ce que j'appelle l'hyperspatialité. C'est-à-dire, en fait, ce sont des espaces qui n'existent que parce qu'ils sont connectés. Ce sont des espaces de connexion matérielle, physique et immatérielle. Connexion au réseau mobilitaire. Times Square ne peut pas exister sans la connexion au réseau mobilitaire, donc il y a toujours des logiques d'accessibilité. Connexion au réseau communicationnel. Et dans le cas de Times Square, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je l'ai pris, si vous réfléchissez aux murs d'images qui passent en continu des informations, des films, des images, des données de toutes sortes, qui sont en plus dotés de capteurs qui enregistrent ce qui se passe sur la place. Vous avez évidemment une connexion au flux immatériel des données et des connaissances, et y compris des connaissances qu'on a du mal aujourd'hui à cerner, puisque c'est un lieu de production de big data, puisqu'on enregistre tout ce qui se passe. C'est-à-dire c'est un lieu de production de données urbaines massives qui sont ensuite traitées par des algorithmes
pour savoir exactement comment fonctionne Times Square. Donc vous avez également une dernière connexion qui paraîtrait plus étrange, mais pour un géographe, le réel est plus grand que la matière, donc ça n'est pas étrange que j'en parle. La connexion aussi aux imaginations et aux imaginaires qu'un hyperlieu peut suggérer et sécréter. Lorsqu'on pratique un lieu, on ne pratique pas simplement une forme, on enclenche une relation à travers des médiations, qui sont des médiations sémiologiques et symboliques, on enclenche une relation avec des imaginations et des imaginaires personnels et collectifs. Et on sait bien qu'il y a des lieux qui sont, de ce point de vue-là, plus connectés que d'autres. Et quel lieu plus riche en connexions possibles que le musée? Et d'ailleurs, ne me dites pas le contraire. Vous, en tant que muséographe et conservateur, vous réfléchissez en permanence à la manière de connecter vos visiteurs par des médiations, avec des imaginations, des savoirs et des imaginaires. C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez vous poser la question du récit, que vous vous posez aujourd'hui. C'est dans la capacité de vos musées d'être des connecteurs via un dispositif de l'individu à des imaginations sociales. Faire de l'individu un producteur de récits, c'est se donner la possibilité que le musée lui-même soit un producteur ou un embrayeur de récits possibles, et c'est envisager les médiations qui le permettent. Que ce soit des médiations en termes de dispositifs ou que ce soit des médiations en termes de processus. Donc cette hyperspatialité me paraît complètement caractériser le musée contemporain, beaucoup plus que le musée d'il y a 40 ans ou d'il y a 50 ans. Parce que cet enjeu de médiation n'était pas le même. Il y a 40 ou 50 ans, l'accès aux imaginations et au savoir n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui parce que l'imagination et le savoir étaient un stock dans lequel on allait acquérir quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans une logique de disposition plus que dans une logique d'acquisition. Le musée, c'est ce qui rend disponible, c'est ce qui est disposition à. D'ailleurs, vous n'êtes plus maintenant seulement préoccupé par les logiques de conservation du stock d'œuvres. Même si ces logiques sont importantes pour vous, vous êtes de plus en plus concerné par les logiques de disposition. Faire disposition d'eux, c'est devenu au cœur de la pratique muséale, et ça me paraît caractéristique d'un hyperlieu muséal qu'on pourrait définir. Troisième caractéristique, et dans 4 minutes j'ai terminé. Troisième caractéristique, ce que j'appelle de manière un tout petit peu conceptuelle et difficile, l'hyperscalarité. C'est-à-dire un hyperlieu joue à toutes les échelles de temps et d'espace en même temps. Times Square est intégralement locale et immanente. C'est une place, lorsque vous fréquentez Times Square ou Shibuya, vous êtes dans le local le plus local et dans l'immanence la plus immanente. C'est-à-dire, l'ici et maintenant est absolument prégnant. D'accord ? Dans un grand musée, l'ici et maintenant est absolument prégnant. Ou alors, c'est quelque chose a été raté. Mais, en même temps, Times Square est un espace-temps qui est new-yorkais, c'est l'emblème de New York, américain, c'est un site très particulier dans la culture américaine, global, c'est un des 10 lieux les plus connus au monde, dans une ville qui elle-même est un emblème de la mondialité. Ça n'est pas pour rien que le 11 septembre, à quelques encablures de là, on est venu faire tomber les espaces qu'on a fait tomber, parce qu'on savait qu'on travaillait sur un emblème de la mondialité. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement Times Square fonctionne à toutes les échelles d'espace, mais fonctionne aussi à toutes les échelles de temps. Temps du passé qui a permis à Times Square d'exister. C'est pour ça que je prends cette photo. La New Year Eve, c'est une tradition qui remonte à 1904. Times Square s'appelle Times Square. Pourquoi ? Parce que c'est là où le New York Times s'est localisé à la fin du 19e siècle. Et le New York Times, ça n'est pas rien. Il n'est plus là maintenant. Hein. Et c'est en 1904 que le New York Times a pris l'habitude
de fêter le passage au Nouvel An à partir de l'immeuble que vous voyez au fond, qui était l'immeuble du New York Times. Donc il y a un rapport à l'histoire quand on pratique cette fête du Nouvel An qui est ipso facto existant. Et puis je montre aussi dans le texte que Times Square, c'est non seulement un rapport à l'histoire, un rapport au présent, mais c'est aussi un rapport au futur. Dans la mesure où, via les écrans notamment, on passe énormément d'images sur le futur, sur les grands enjeux du futur. Cette double connexion entre des hyperespaces et des hypertemps, le fait que l'on est à la fois local, national et global, et que l'on est à la fois ici et maintenant, hier et jadis, et demain, voire jusqu'à l'utopie, me paraît aussi caractéristique des musées. On pourrait même peut-être dire que dans un musée, c'est sans doute un des espaces où cette connexion entre les différentes métriques d'espace et de temps, les différentes échelles si vous préférez, c'est un des endroits où la chose est plus sensible, notamment parce que la dimension patrimoniale de bon nombre de musées donne là, à ce rapport aux échelles de temps, une évidence qui est beaucoup plus forte que dans un espace comme Times Square ou un centre commercial. Je dirais donc que l'hyperlieu muséal a comme caractéristique que son hyperscalarité est tout autant temporelle que spatiale, voire plus temporelle que spatiale. Donc, dans votre présentation de la journée professionnelle, vous vous demandiez comment les musées pouvaient penser leur relation aux différents temps et aux différents espaces au sein desquels ils avaient à travailler. Eh bien voilà, je vous fais une proposition. C'est logique que vous réfléchissiez à ça, parce que c'est la caractéristique première peut-être du musée comme hyperlieu, que d'être capable de mettre en récit justement ces différentes métriques de temps et d'espace. Deux dernières caractéristiques, et je déborderai d'une minute, évidemment. L'hyperlieu est un espace d'expérience partagée. Grâce à l'hyperlieu, on comprend à quel point la vie humaine contemporaine mondialisée se pense en tant qu'expérience. Et là, les anglophones sont intéressants parce que expérience veut dire à la fois expérimental et expérientiel. Dans un hyperlieu, on expérimente des pratiques. Et alors là aussi, je passe, mais il est clair que dans un musée, vous êtes confronté à cette expérimentation des pratiques parce que vous avez des gens qui viennent là pour la première fois, qui vont tenter des choses différentes. On expérimente des pratiques, mais on expérience aussi des pratiques. Ce qui n'est pas la même chose. Et là, je m'appuie sur un livre que je cite longuement dans mon travail, qui est le livre de Jean-Marie Schaeffer, un philosophe, qui a écrit un livre magnifique chez Gallimard qui s'appelle « L'expérience esthétique », dans lequel j'ai puisé de nombreux supports conceptuels pour penser l'expérience comme approche totalisante de la pratique humaine, avec sa dimension expérimentale et sa dimension expérientielle, avec sa dimension cognitive, sa dimension sociale, sensible, avec sa dimension politique, sa dimension individuelle. Et puis, dernière caractéristique, les lieux que je qualifie d'hyper sont également des lieux affinitaires. Là, j'ai repris l'étymologie d'affinitaire. Affin vient d'un mot latin qui veut dire familier, en fait. Hein. Être affin, être affine, c'est être familier. Une affinité, c'est une familiarité. Eh bien, dans les hyperlieux, on est en affinité élective avec ceux qui pratiquent la même expérience de l'hyperlieu que soi. Et il y a quelque chose qui se crée autour de cette affinité, de cette reconnaissance qu'on partage momentanément cette familiarité. Il se crée donc une sociabilité très spécifique qui est la sociabilité affinitaire. Vous savez, la sociabilité, c'est compliqué. Rappelons-nous Kant et sa définition de l'insociable sociabilité. C'est très intéressant de regarder justement ces sociabilités affinitaires où l'on suspend un certain nombre de préventions, possiblement, où l'on est entièrement mis en cohérence. Ici, dans les 2 millions de personnes réunies, il y a une mise en cohérence par le partage de l'expérience familière du lieu. On retrouve ça, me semble-t-il, aussi, parfois, dans les musées. En tout cas, on peut espérer retrouver ça. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je vous dirais qu'il n'y a peut-être pas de plus beaux hyperlieux que les musées. Ce qui fait que, pour tout à fait terminer, dans mon livre, je montre que l'hyperlieu est intéressant parce que c'est un type d'espace où on comprend à la fois la tension entre homogénéisation et production de spécificité locale, parce qu'un musée peut ressembler à un autre
Un musée sera toujours spécifique par rapport à un autre. Nous sommes vraiment là dans la production de spécificité à travers la pratique. Un musée est un hyperlieu qui exprime magnifiquement la tension entre homogénéisation et différenciation, mais c'est aussi un endroit où on peut, comme dans tous les autres hyperlieux, très bien observer la relation de soi aux autres et la relation de soi au monde, ce que Foucault appelait la gouvernementalité. Le rapport de soi aux autres et le rapport de soi au monde. Ce qui veut dire que les hyperlieux sont sans doute aussi des lieux politiques par excellence, et ce qui veut dire que le musée en tant qu'hyperlieu devrait être placé au centre des préoccupations politiques, parce qu'il n'y a peut-être pas d'autre espace, ou en tout cas pas d'espace aussi puissant pour faire police, pour faire société, dans un monde qui en a bien besoin. Merci de votre attention.